Bonjour Laure. Salut Francis, ravi de te retrouver pour ce numéro 13. Et nous allons, comme d'habitude, avoir différents sujets, des interviews, des reportages et un premier sujet sur la culture. Oui, sur la culture. Donc il y a une exposition absolument passionnante qui s'est ouverte il y a quelques semaines au Musée de l'Homme au Trocadéro, qui porte sur la notion d'âge. C'est une exposition art et sciences qui se partage entre la possibilité pour nous de découvrir la beauté du grand âge, notamment grâce au photographe Nikos Aliagas, et aussi une réflexion scientifique sur ce que ça veut dire vieillir selon notre propre culture, notre propre civilisation, avec le professeur Pavard et d'autres sommités scientifiques. Donc c'est un parcours à la fois de beauté et de réflexion. Au Musée de l'Homme jusqu'à début janvier. Si je veux être honnête, c'est pas l'esthétique de la vieillesse qui m'intéresse, en soi. C'est pas de photographier le temps et ce qu'il laisse comme trace, pénible ou agréable parfois. Ce qui m'intéresse, c'est ce que ne dit pas la photo. Je pense que cette exposition est importante parce qu'elle permet de donner à voir les grands âges dans leur réalité biologique et sociale complexe, et on a besoin de se reconstruire des représentations des grands âges du fait de cette complexité, parce que l'humanité est dans une situation tout à fait inédite. Jamais dans l'histoire de l'humanité on a eu une natalité aussi basse et une espérance de vie aussi longue, ce qui fait que jamais dans l'histoire de l'humanité on a eu de proportions aussi élevées d'individus au-delà de, vivant aux grands âges. En France on dit au-delà de 65 ans. Alain, je l'ai rencontré dans un EHPAD. Il ne voulait pas trop être pris en photo, il ne comprenait pas pourquoi. J'ai trouvé qu'il avait quelque chose, des films des années 50, 60, des films en noir et blanc, français, policiers, avec Constantin ou d'autres. Il avait une gueule, une gouaille, une distinction, quelque chose qui ne laissait pas indifférent. Donc je m'approche de lui, on discute, tout ça, il commence à me vanner. Il me dit, t'as vu ta tête, je suis plus beau que toi. Donc ça vanne un peu et j'aime bien. Donc je lui dis, mais mettez-vous là, il y a un sapin, il y a pas mal long. Il me dit, ouais, ça sent le sapin, c'est ça, c'est pour ça. Donc on part dans un délire un peu humoristique. Et alors, je devine qu'il y a de l'épreuve derrière cet éclat un peu sarcastique. Et en même temps, il est tendre. Et j'aime cette tendresse. L'idée du fait que les humains auraient une longévité plus grande que celle des autres espèces de primates, elle vient probablement du rôle très important que jouent les personnes âgées en termes de transmission de choses matérielles et immatérielles entre les générations. Dans toutes les populations humaines pré-industrielles, les anciens transmettent un savoir entre les générations, du savoir écologique, mais aussi du savoir technique. Or, ce savoir, il est indispensable pour l'évolution culturelle des humains. Et n'oubliez pas qu'ici, au Musée de l'Homme, on a une copie d'un des premiers outils humains qui date de 3,3 millions d'années. Ça veut dire que ça fait plus de 3,3 millions d'années que l'on construit des outils, que pour les construire, on a besoin d'un savoir technique et que ce savoir technique se transmet entre les générations. La photo du coiffeur, c'est un petit voyage à Venise où je prépare une expo, je photographie, et puis le gars est coiffeur, son père l'était, l'arrière-grand-père, en fait tout le monde. Il fait le même geste, c'est encore les mains. Je pense qu'il y a une mémoire des mains qui est très intéressante parce que ça passe dans le geste aussi, ce que tu dis pas. Et pourtant le geste dit tout de ta vie. La façon dont tu accompagnes l'autre tous les jours en essayant d'embellir, à couper, ça devient presque un destin, une destinée. Donc c'est comment une famille, pendant, 150 ans, s'est exprimée à travers le même geste. Je trouve ça, c'est aussi ça le grand âge. Dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des individus âgés. Toujours est-il que cette proportion augmente et elle est de plus en plus compliquée à regarder. Pourquoi ? Parce qu'il y a une inégalité de santé qui se creuse aux grands âges, mais aussi une inégalité de situations socio-économiques et familiales qui font que ces grands âges sont extrêmement compliqués à regarder en face. Cette photo, elle me touche beaucoup. Michel a 103 ans, Simone a presque 100 ans.
Michel a été un cadre dans une boîte, il a voyagé dans le monde entier, ingénieur je crois, et Simone commence à perdre un peu la mémoire, à confondre un peu, ils sont en EHPAD tous les deux. Et je les fais asseoir côte à côte et les poser, celle-là pour le coup, il y a un olivier très vert. On est à la fin de l'hiver, il y a un olivier qui est là, qui résiste, qui est dans sa jeunesse, jeune pousse. Puis tu as un arbre plus sec à côté où l'automne et l'hiver ont fait des petits ravages. Et puis il y a eux au milieu. Et je lui dis, mais embrassez votre mari. Alors je ne sais pas trop si elle comprend à ce moment-là, pourquoi elle est là, etc. Elle ne veut pas. Puis à un moment, elle touche son visage, elle fait Michel. Waouh! Ça se passe de commentaires, il y a tout. Il y a tout. Et merci à Cécile Lestienne qui a réalisé ce reportage. Précipitez-vous dans ce musée qui est d'ailleurs d'une très grande beauté et pas assez connu et qui est situé à Paris, place du Trocadéro. Mais on ne va pas quitter le grand âge, mais vu par des messieurs qui estiment qu'ils ont toujours 4 ans et demi, ce qui est en gros ton cas, n'est-ce pas, Francis? Tu n'as jamais quitté ton enfance, mais Est-ce que je peux t'appeler Bousquidou? Bousquidou si tu veux, mais en tout cas, on chante pas la Java bleue avec eux. C'est des rockers, des vrais rockers. Ils sont peut-être vieux, mais toujours rockers. Ils ont fait 1500 spectacles un petit peu partout, en France et dans le monde. Il y a du monde, hein? Et ils soulèvent l'enthousiasme des salles. Alors, qu'on soit jeune ou vieux, allez voir les Bousquidou. Bousquidou, c'est un groupe qui est né en 1981. 4 copains qui se sont retrouvés, qui étaient animateurs dans les centres de loisirs, formateurs, et qui ont décidé un jour de faire de la chanson pour enfants parce que ce qu'ils écoutaient, ça correspondait pas à leur tempérament fougueux de rocker. Et on pensait que ça allait durer 1 an ou 2, comme toujours. Et nous voilà 40 ans après, à continuer de sillonner les routes de France et de Navarre. Et aujourd'hui, Saint-Nazaire qui est... que je regarde là, la scène du conservatoire, parce que on va jouer pour la première fois, peut-être la dernière, je sais pas, avec un orchestre symphonique. Nos chansons qu'on écrit depuis toujours vont être reprises et arrangées par je crois, 135 ou 140 chanteurs et musiciens sur scène. Pourquoi vous avez ça et pas moi? Pourquoi vous avez le droit de faire ça? Jaloux, jalousie, c'est beaucoup d'ennui. Jalousie, ça fait beaucoup d'ennui. Je suis pas jaloux. On a écrit 13 ou 14 albums de chansons. On a dû écrire 300-400 chansons qu'on a tournées à peu près partout en France, en Belgique, en Allemagne, Nouvelle-Orléans, on a été en Colombie, enfin bref, on s'est pas mal baladé. Et avec nos chansons, certains disent qu'on est une légende parce qu'on a écrit une chanson qui s'appelle Cacaboudin. Et quel est le plus beau des gros mots? Moi j'en connais tout plein, des énormes, des vilains. Mais l'insulte suprême, l'injure tarte à la crème, qui me vient à la bouche, celle qui fait pousser caca, cacaboudin, crotte de chien. On chante tous, 4 chanteurs, comme ça, il n'y a pas d'égo. Moi je suis violoniste, guitariste, et un peu bassiste, et un peu chanteur. Enfin on est tous chanteurs dans le groupe. Bon voilà. En fait, je fais tout, quoi. C'est moi qui fais tout. C'est Mouloud. Je fais de la guitare, de la basse, du banjo, et puis je chante, et puis voilà. Je m'appelle René, je joue de la batterie, et je chante, et voilà. Et c'est déjà pas mal. Il y a moi, Jean-Mi, qui chante surtout. Et puis j'ai la chance que mes 3 camarades écrivent la musique avec talent et ils me laissent la possibilité d'écrire des chansons.
Saperlotte, Saperlipopette, nom d'une pipe. Ça alors, incroyable, bon sang quoi, je n'en reviens pas. Dame mon Dieu, oh purée, nom d'un petit bonhomme crotte de bique. Bah dis donc, flûte, pour une surprise, c'est une surprise. Alors, nous avons rendez-vous ce mois-ci avec Hélène Azera. Alors, tout le monde ne connaît pas Hélène Azera, même si elle est reconnue dans un certain milieu pour ses engagements depuis des décennies. Hélène Azera a milité au sein des groupes féministes dès la fin de 68, dès le début des années 70. Le GLH. Le GLH, ensuite les gasolines. Moi, je me souviens d'avoir manifesté dans toutes les manifs avec elle. Elle faisait partie des gasolines. Ensuite, elle a mené un combat très courageux et en même temps assez solitaire pour changer de genre. Et elle a poursuivi une carrière exceptionnelle, d'abord au sein du journal Libération, puis ensuite au sein de Radio France, où elle a inventé un nouveau concept qui s'intitulait Chanson Boom. C'était une émission hebdomadaire qui nous faisait redécouvrir les anciens talents trop méconnus, stigmatisés par l'âge, de toutes les chanteuses et les chanteurs qu'idolâtraient nos parents. Alors tu as juste oublié, elle a quand même cofondé la commission Trans à ACT UP et elle manifestait donc dans les rues aussi, dans la commission Trans, puisqu'elle revendique aussi sa séropositivité. Et nous avons eu l'occasion d'aller chez elle pour pouvoir la rencontrer avec Mehdi, tout simplement parce que un film lui est consacré. Ce film a mis beaucoup de temps à être terminé, mais il est toujours en salle et il obtient du succès. Portrait de Hélène Azera. Merci Hélène Azera d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de la sortie de votre film, enfin du film signé Judith Abitbol, dont vous êtes l'héroïne. Je voudrais vous parler de l'âge qui passe. Vous avez l'impression que c'était mieux avant ou c'est mieux maintenant? Évidemment, quand on a entre 30 et 40 ans et qu'on a une émission à France Culture, on se sent bien parce qu'on est capable d'aider les gens. Et puis même, c'est une activité joyeuse. Donc, pour ce qui est des activités, c'est un peu moins. J'ai pas essayé de travailler quand j'ai dû prendre ma retraite parce que je commençais à être fatigué. Et comment vous pouvez expliquer cette fatigue? Enfin, comment vous pouvez la décrire? C'est une petite lenteur. C'est largement dû au fait que j'étais séropositive. C'était aussi ça qui me donnait une fatigue supplémentaire. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que vous êtes toujours aussi fatigué? Un petit peu. J'aimerais bien vous faire le numéro de « Je connais la vieillesse, ça n'existe pas pour moi » en avant, mais ça serait mensonger. Mais vous qui avez changé de corps, est-ce que la vieillesse, c'est plus compliqué pour quelqu'un qui a changé d'identité sexuelle? J'ai changé de genre, j'ai pas changé de sexe. Et de toute façon, mon corps a très peu changé. J'ai un peu de sein, et puis c'est tout. Mais à partir de ça, je demande qu'on change mon genre complètement. Et je l'ai obtenu de l'État français. Et ça, c'est une avancée énorme. Même si tout le monde ne peut pas l'obtenir. Oui, ça a été un combat dur. Ah oui, c'était un combat très dur. Et pourquoi vous l'avez mené, ce combat, pour toutes les personnes qui voudraient prendre le même chemin que vous? Par exemple, et puis d'abord c'était pour moi, mais c'est un moi qui s'étend à d'autres. Vos parents sont-ils une source d'inspiration pour vous? Mes parents sont morts tous les deux. Et vous y pensez de temps en temps? À disparaître? Non. Enfin, allons-y alors. Est-ce que vous pensez à disparaître? Oui, mais je vois ça plutôt comme une
une disparition agréable. Je m'accrocherai pas. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? J'ai des amis qui me téléphonent et qui me racontent leur vie. Et ça me suffit. Mais moi, j'aimerais bien que vous nous racontiez un peu la vôtre. Ça me suffirait aussi. C'est un peu long. Et puis il y a le film pour ça. Oui, mais le film n'est pas du tout quelque chose qui a un rapport avec le passé. Le film est tourné vers le présent et l'avenir. C'est gentil de dire ça. Il y a quand même quelques images du passé. Oui. Il y en a certaines où je suis assez jolie et ça me fait très plaisir qu'on puisse savoir que j'ai été belle. Et alors justement, dans le film, puisque vous parlez de votre corps, de votre beauté, de la manière dont vous avez magnifié votre beauté, dont vous l'avez commercialisée, puisque vous avez été pute pendant pas mal d'années. 3 ans. Ben, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Ça apprend la vie. Qu'est-ce que vous en gardez de ces années-là? Je dirais que c'est comme une école. Ça apprend beaucoup de choses de le faire, mais il faut savoir sortir d'une école. N'importe quelle école. N'importe quelle école, oui. Depuis combien de temps vous vivez toute seule, Hélène? Depuis une 30aine d'années, ou une 40aine. Ça vous plaît, la solitude? Vous l'avez choisie? Moi, c'est un peu compliqué parce que mes histoires d'amour étaient avec des femmes, et mes histoires sexuelles étaient avec des garçons. Alors c'est très difficile quand vous pouvez ne vous passer d'aucun des deux. Et aujourd'hui, vous êtes amoureuse? Un petit peu. Mais je revois des amours passés, surtout des femmes, ou des ex-femmes. et je tire beaucoup de plaisir de leur affection. Donc en fait, c'est les amis et les autres qui vous plaisent dans la vieillesse, c'est la présence des amis. Absolument. Puis de temps en temps, il y a des jeunes qui me regardent un peu comme une icône. Ça embarrasse un peu, mais ça fait plaisir quand même. Surtout, j'ai des jeunes qui me disent que ma présence, mon image, les a aidés dans leur parcours. Est-ce que les vieux sont invisibles dans la société aujourd'hui? On fait tout pour qu'ils le soient, mais je crois que les vieux ont quand même la répartie. Merci à Hélène Azera d'avoir accepté de nous parler. Elle déteste les entretiens. Elle est malade, comme elle l'a dit, et je pense que la qualité et la profondeur de ses propos peut éclairer l'itinéraire de certaines et de certains. Hélène Azera n'hésite pas à parler de sa propre disparition. Et vous et nous, au Conseil national autoproclamé de la vieillesse, eh bien, on se soucie de notre fin de vie, mais de la fin de vie. Au mois de mai, le Conseil national autoproclamé de la vieillesse a manifesté avec d'autres associations devant le tribunal de Paris pour insister sur la nécessité d'avoir une loi conforme sur la fin de vie, qui soit conforme à nos attentes. Et donc, nous espérons que dès le mois de juillet prochain, cette loi sera votée. 6 mai, tribunal judiciaire de Paris, où se tient une audience portant sur une affaire de fin de vie. Les manifestants que vous pouvez voir sont des membres du CNAV et de plusieurs associations qui viennent rappeler combien il leur importe que soit votée avant l'été la loi ouvrant le droit à une mort assistée. Si vous avez raté les épisodes précédents, on résume. Le 12 mai, pour la 2e fois, le Sénat a rejeté ce texte de loi, pourtant voté sans ambiguïté par l'Assemblée nationale. Mais depuis, le gouvernement semble avoir garanti que le processus parlementaire serait mené à bien avant la mi-juillet. L'Assemblée nationale ayant toujours le dernier mot, l'adoption de cette loi tant attendue semble donc bel et bien en vue. Je laisse la parole à l'un des manifestants,
que vous connaissez bien. Alors Francis, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, tu vois, je fais le boulot de base du militant pour dire qu'on en a marre de ne pas être entendu, même sur des sujets qui concernent des points essentiels qu'on nous a promis depuis 10 ans. Eh bien, on n'avance pas, on n'arrive pas à avoir une loi qui nous permette de respecter nos choix, c'est-à-dire comment on a envie comment on souhaite vieillir et surtout comment on souhaite mourir. Je manifeste pour ma liberté. J'ai la liberté. Je veux garder ma liberté jusqu'au bout. J'ai toujours été une femme libre et je veux pouvoir décider de ma mort quand je veux, au moment où je le sentirai. La loi sur la fin de vie, c'est une loi pour choisir sa fin de vie. Ce qu'on demande, c'est que les médecins écoutent la demande d'un malade, que ce soit une demande de sédation profonde, comme c'est la loi actuellement, et que ce soit ce que nous, bien entendu, nous souhaitons, une demande de fin de vie assistée, on dit, parce que la personne souffre trop et qu'elle considère que sa vie, c'est fini et qu'elle a envie de passer à autre chose. Il s'agit de sauver la possibilité pour les personnes qui souhaitent partir dignement, de pouvoir partir quand elles le souhaitent et pas quand un médecin décide après beaucoup de souffrance. Écoutez, c'est pour faire pression quand même sur les autorités, particulièrement aujourd'hui judiciaires mais peut-être politiques, parce qu'on nous dénie un droit que je considère comme fondamental, c'est-à-dire le droit à mourir librement et dans la dignité. Il y a un moment où on n'en peut plus. Voilà. À ce moment-là, c'est moi qui déciderai d'y mettre fin, je trouverai les moyens. Illégaux, à grand regret illégaux, s'il n'y a pas de loi qui nous permette de choisir le moment. Voilà. Laure, maintenant, c'est la vedette de l'émission. Oui, c'est la minute d'Hélène que j'attends tellement avec impatience. Mais je ne suis pas la seule, puisque maintenant, c'est la nouvelle star. J'étais un peu en panne d'idées ce mois-ci pour ma minute. Ça arrive. Alors je vais en profiter pour vous dire merci. Merci pour vos commentaires. Vous ne pouvez pas savoir avec quel plaisir on les lit. On a parfois l'impression de travailler un peu dans notre coin à Télévioc, et puis tout d'un coup vous nous écrivez, et on sent qu'on fait partie d'une communauté. Merci pour ça. Je voulais remercier aussi tous les gens qui m'ont reconnu à la manif pour la loi fin de vie dont on vient de vous parler. Il y avait beaucoup d'abonnés à Télévioc. Ils venaient vers moi avec un grand sourire en me disant « Ah, mais vous êtes Hélène, on vous reconnaît, on aime beaucoup votre minute ». J'avais l'impression d'être une starlette au Festival de Cannes, c'était formidable. On croit souvent que les vieux n'ont plus besoin d'encouragement ou de félicitations, c'est trop tard. Mais c'est le contraire. On se sent ignoré, on se sent souvent invisible, on se sent souvent pas écouté. Donc le moindre compliment, le moindre merci fait un plaisir immense. Alors n'hésitons pas à dire bravo, à dire merci aux vieux. Ils adorent ça. Et maintenant, nous allons écouter le témoignage de Mariem. Elle est d'origine sénégalaise. Elle est venue en Occident pour faire du ménage et ce faisant, elle a laissé sa propre famille, y compris sa propre mère, au pays. Nous sommes très heureux de l'écouter puisque ces personnes-là ont très rarement le droit à la parole. La femme que vous voyez faire le ménage avec son bébé accroché sur son dos s'appelle Mariem. Elle a quitté son pays. Elle a laissé en Afrique sa mère et sa fille aînée pour venir travailler chez nous. Elle leur envoie un peu d'argent quand elle peut. Nos enfants ici s'inquiètent pour notre vieillesse, pour notre future dépendance, pour notre entrée en EHPAD éventuelle. Mariem, elle pense à sa mère tous les jours. Elle a accepté de témoigner pour toutes les autres migrantes dans son cas et à qui nous ne donnons jamais la parole. Alors, est-ce que tu penses souvent au grand âge de ta maman? Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète? Si, beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup, puisque déjà elle est seule avec des garçons. Donc c'est un peu inquiétant. Qui va prendre soin de lui, si je serai là? Attends, tout ça là, je pense beaucoup à ça. Parce qu'elle habite où?
Elle est au village, elle est seule avec mes frères. Donc elle est au Sénégal. Oui, elle est au Sénégal. Elle commence à se plaindre. Les petites maladies qui arrivent en ce moment, les jambes, elle se plaint tout le temps et ça m'inquiète beaucoup. Ouais. Et toi, tu peux pas aller la voir? Non, pas pour l'instant. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrais aller la voir. Ça m'inquiète beaucoup. J'y pense tout le temps. Comment elle va s'en sortir si je ne suis pas là-bas. Et qu'est-ce que tu vois comme solution? Si elle devient très vieille, qu'elle est impotente, qu'elle ne peut plus se déplacer, tu vois quoi comme solution? Si je ne suis pas là-bas, faire tout pour rentrer. Rester à côté d'elle si je ne peux pas la déplacer. C'est ça. Laisser tout tomber et aller à côté d'elle. Parce qu'il n'y a pas d'autre qui va faire ça à ma place. Et je sais que c'est mon devoir, que je suis l'aînée. Et c'est l'aînée qui doit prendre soin de sa maman si elle vieillit. Tout ça là, il n'y a pas de sœur qui peut prendre ma place. Donc c'est ça qui m'inquiète. Si je serais là à temps, à côté d'elle. Et tu imagines son décès parfois? Si. J'imagine. Que ça va faire, qu'est-ce que je vais devenir, mes frères, surtout ma fille qui est avec elle. J'y pense. Même avant-hier, avant-hier, on en parlait, elle et moi. C'est là qu'il me dit que je vais pas mourir sans te voir. Et je ne meurs pas maintenant, t'inquiète pas. Mais on ne sait jamais. On ne peut pas savoir aussi. Mais sinon, ça va. Et maintenant, notre moment tranche de vie. Je sais, Francis, que tu apprends par cœur des poèmes pour pouvoir entretenir ta mémoire, comme Stéphane Hessel le faisait avec brio. Eh bien, tu aimes la poésie, donc tu aimes Marie-France. Ah oui, j'aime beaucoup Marie-France qui nous parle de sa vie, de sa jeunesse, de cette énergie qu'elle retraduit encore à travers la peinture, la poésie, et c'est des moments aussi très touchants. Je connais Marie-France depuis une dizaine d'années, une femme joyeuse et optimiste, en plus d'être une artiste aux multiples talents. Je m'appelle Marie-France, j'ai 84 ans. J'ai la grande joie d'accueillir aujourd'hui Safia, que j'ai connue à la piscine. À la piscine, si on reste immobile et silencieux, on n'a aucun contact. Et si on discute avec les gens qui font de la bicyclette à côté de vous, eh bien, on partage beaucoup de choses. J'ai dirigé pendant 44 ans un jardin d'enfants au même endroit à Boulogne, que j'ai absolument adoré mon métier, qui me convenait parfaitement bien. Je me suis mise en 2014 à l'écriture. Ça a été aussi mon approche de l'ordinateur, car jusqu'à présent, je ne m'étais pas servi d'un ordinateur. Et j'ai écrit un premier livre qui s'appelle Jardin d'enfance, qui a été publié, qui a eu beaucoup de succès. Regarde, j'avais des grands cheveux. C'était la culotte petit bateau, c'était pas le string. Moi, j'aime pas le string. Je me dis, ça doit... Alors ça, pendant la guerre, on a été en fait mis à l'abri en Eure-et-Loire, et moi je lâchais la chèvre et elle venait manger. Mais un jour, elle est venue manger le bouquet de fleurs de maman. J'avais pas prévu ce coup-là. Elle était mignonne, mais moi j'aime pas les animaux prisonniers, comme j'étais sage. J'avais des nattes avec des beaux rubans. Je raconte tout ça. Et j'ai plein de souvenirs d'enfance. C'est marrant parce qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout de souvenirs. Moi, j'en ai vraiment énormément. On a vécu beaucoup de choses. Et je racontais aux enfants. Les enfants, ils m'ont demandé si j'étais née au Moyen-Âge. J'ai dit, ça va, ils n'ont pas remonté jusqu'à la préhistoire. Les enfants, ils ont une façon de vous faire aborder la vie qui est formidable. Par exemple, je me souviens, je revenais des obsèques de maman, évidemment, j'avais beaucoup de chagrin, et les enfants, ils me disent « Alors, c'était bien, t'as pris des photos ?» Et finalement, des expressions comme ça vous aident.
vous êtes beaucoup. À l'intérieur de moi, j'ai cette espèce de curiosité par rapport à tout. Donc, un mot me donne une idée. Et donc, je me suis mise à écrire des poèmes. Et en écrivant, j'ai l'impression d'offrir beaucoup de morceaux de mon cœur. Des tas d'histoires imprévisibles me sont arrivées, auxquelles j'essayais toujours de faire face en trouvant le bon côté des choses. Et ça, c'est aussi l'une de mes philosophies de la vie. Je me dis, dans les situations même les plus difficiles, on trouve toujours une petite chose qui va. Donc, mettons l'accent sur la petite chose qui va. Alors, ce qui est fou, c'est que des fois, je me réveille la nuit et j'ai des idées. Et j'ai plein d'idées la nuit. Je me dis, bah alors ça, c'est rigolo. Alors, finalement, je les écris sur mon téléphone. Parce que sinon, après, elles s'en vont. Si je ne les écris pas tout de suite, elles s'en vont. Ou quand je suis dans l'eau à l'Aqua Boulevard, des fois, j'ai des idées, là. Je me dis, c'est malin, j'ai quand même pas mon téléphone dans l'eau. Alors là, je me dis, bah, Inch'Allah, elles reviendront peut-être, on verra. L'allée de mon jardin conduit au bout du monde. Craquant sous mes sabots, la terre est parfumée. J'aime marcher si loin qu'on ne peut me trouver et confier mes secrets aux herbes de l'été. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Ben merci Francis. Merci Laure, mais comme chaque fois, nous allons répéter la nécessité de nous soutenir, de parler de nous, de liker, d'envoyer donc des liens vers vos amis pour que plus de personnes connaissent Télévioc et bien sûr nous soutiennent aussi financièrement. Merci à toutes et à tous et rendez-vous le mois prochain. Marie-France, qui à ses heures perdues compose des poésies, c'est un reportage de Safia. Oui. Mais oui, bien sûr. Non, c'est moi. Oui. Pardon. Oui. Alors là, qu'est-ce que tu veux que je rajoute ?